Bonjour à tous, donc bienvenue à ce séminaire de la SFBT, donc qui est co-organisé par le laboratoire de mathématiques du Havre et l'MAH. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Luc Pellerin, qui est professeur à l'université de Poitiers et qui va nous parler de transporteurs au monocarboxylates cérébraux. Il faut que je lise, hein, parce que Oui, il y a pas de souci. régulation d'expression et rôle dans l'apprentissage de la mémoire. Et donc je lui passe tout de suite la parole. Merci. Bien, Benjamin, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Jean-Pierre Françoise pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'interagir avec tous ces gens. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc, un travail qui s'est effectué à l'époque où j'étais au département de physiologie de l'Université de Lausanne, en Suisse. Donc, depuis 2019, la fin 2019, donc, je suis maintenant à l'Université de Poitiers, en France, où je poursuis une partie de ces travaux, mais maintenant j'ai une thématique un peu plus large sur le métabolisme. Mais à l'époque, quand j'étais à Lausanne, donc je m'intéressais au métabolisme énergétique cérébral. Et donc, je vais essayer essayer un peu de vulgariser aussi mon propos. Mais s'il y a des questions au cours de route, évidemment, n'hésitez pas à m'arrêter, à me poser des questions. Donc, je vais démarrer par vous expliquer un petit peu l'origine de la problématique. Donc, on sait depuis très longtemps que le glucose est le substrat énergétique principal du cerveau. Et pendant très longtemps, on a imaginé en fait que le glucose qui provient de la circulation entre dans le parenchyme cérébral et est simplement amené directement aux neurones qui vont le consommer en fonction de leurs besoins. Et donc, avait été démontré de manière très claire par les travaux de Louis Sokolov qu'on a une relation quasi linéaire entre le niveau d'activité neuronale et la consommation de glucose. Et donc, l'explication cellulaire et moléculaire du mécanisme qui permet d'expliquer cette relation était tout simple, c'est plus votre neurone est actif, plus il a besoin d'énergie, et donc plus on a de glucose amené par la circulation qui est captée par le neurone, qui le métabolise à travers le métabolisme oxydatif, donc au niveau de la mitochondrie, et produit tous les ATP nécessaires pour maintenir cette transmission synaptique. Donc c'était très très simple, mais ceci avait été proposé sans réelle démonstration ou d'idée de mécanisme plus précis. Or, avec mon collègue Pierre Magistretti, il y a maintenant 25 ans, nous avons proposé, sur la base d'expériences au départ effectuées essentiellement in vitro, mais qu'on a complémentées par la suite par des expériences ex vivo et in vivo, nous avons proposé que l'astrocyte, qu'on voit ici, qui est interposé entre le vaisseau et les neurones, puisse jouer un rôle clé dans l'approvisionnement des neurones en substrat énergétique. Bon, évidemment, dit comme ça, nous n'étions pas les premiers à l'avoir proposé. Déjà, les neuroanatomistes de la fin du 19e siècle, sur la base des interactions qu'ont les astrocytes avec les vaisseaux sanguins, on voit ici que l'astrocyte a un processus qui vient au contact du vaisseau sanguin et on sait que les vaisseaux sanguins ont leur surface presque entièrement couverte par des pieds astrocytaires. C'est ce qu'on appelle, les pieds astrocytaires, ce sont ces processus particuliers qui viennent au contact des vaisseaux sanguins. Et en plus, on sait maintenant que sur ces pieds astrocytaires, on trouve des transporteurs au glucose, donc il semblait naturel que une partie, en tout cas, du glucose puisse être captée par les astrocytes. Et de l'autre côté, les neuroanatomistes avaient aussi décrit le fait que les astrocytes ont d'autres processus qui viennent au contact des neurones et qui expriment à leur surface des récepteurs et des transporteurs pour la plupart des neurotransmetteurs, et donc qu'ils puissent avoir la capacité de détecter l'activité neuronale. Et donc l'idée que l'astrocyte, d'une part, puisse détecter l'activité et la coupler à une prise de glucose semblait naturelle. Ce qu'on a pu démontrer du point de vue mécanistique, c'est le fait que lorsque l'on a une augmentation de l'activité synaptique, et donc on a une libération de neurotransmetteurs comme le glutamate, ce glutamate est normalement recyclé par l'astrocyte. Et ceci se fait par sa recapture au niveau de la fente synaptique par ces processus astrocytaires qui expriment des transporteurs au glutamate à haute affinité. Donc, ce glutamate qui est recapté va être converti en glutamine par l'astrocyte et redonner
aux neurones pour qu'ils puissent reformer du glutamate, ce qui forme une boucle qu'on appelle le cycle glutamate-glutamine, qui est essentiel pour maintenir la transmission synaptique glutamatergique. Ce que l'on a observé dans notre cas, c'est que couplé à ce recyclage du glutamate dans l'astrocyte, vous avez une activation de la glycolyse. Et donc, proportionnellement à la quantité de glutamate captée par l'astrocyte va capter plus de glucose, le métaboliser à travers la glycolyse, et ce faisant, va produire 2 ATP, un ATP qui est nécessaire pour la conversion de glutamate en glutamine, et un deuxième ATP qui est nécessaire puisque les transporteurs au glutamate ici sont couplés au sodium, et donc l'astrocyte doit rétablir son équilibre en sodium, et ceci est fait par la NAKTPase, qui consomme un ATP pour chaque molécule de glutamate qui est captée. Et donc, autrement dit, l'astrocyte, pour chaque molécule de glutamate qui est libérée lors de la transmission synaptique, va capter ce glutamate et le recycler, va capter une molécule de glucose provenant de la circulation et la convertir via la glycolyse pour produire les 2 ATP nécessaires. Le produit final de la glycolyse dans l'astrocyte, c'est le lactate, et on a démontré que c'est le lactate qui va être libéré à la fin par l'astrocyte. Donc effectivement, le bilan net de cette réaction, vous avez un glutamate recyclé, une molécule de glucose qui est métabolisée pour produire 2 molécules de lactate, 2 ATP seront produits qui permettent le recyclage du glutamate et 2 molécules de lactate seront libérées. À partir de cette démonstration, nous nous sommes dit, si du lactate est libéré par l'astrocyte, peut-être que ce lactate peut servir de substrat énergétique au même titre que le glucose par les neurones. Et c'est effectivement le cas. Des travaux ont confirmé que le lactate représente un substrat tout à fait approprié, un substrat énergétique tout à fait approprié et même préférentiel par rapport au glucose pour soutenir les besoins énergétiques. Ce mécanisme a été appelé la navette lactate astrocyte neurone ou en anglais astrocyte neuron lactate shuttle, si vous en avez déjà entendu parler. Donc ça, c'était le constat de base que l'on a pu établir sur ce nouveau mécanisme. Un des corollaires ou une des conséquences de ce mécanisme, le lactate doit être libéré par les astrocytes dans l'espace extracellulaire, et comme le lactate est une molécule polaire, il vous faut des transporteurs. Ah non, je n'arrive pas à changer la diapo, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais reprendre, je vais relancer le diaporama. Ah voilà, ça fonctionne. Donc, il faut des transporteurs spécifiques à la surface des pieds astrocytaires qui vont permettre de libérer le lactate dans l'espace extracellulaire, mais aussi, il vous faut des transporteurs spécifiques à la surface des neurones qui vont permettre aux neurones de capter ce lactate pour pouvoir ensuite le métaboliser et produire l'énergie. Et c'est de ces transporteurs dont je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà, je fais la suivante. Donc, ces transporteurs, on les appelle les transporteurs au monocarboxylate. Alors, pourquoi transporteur au monocarboxylate? En fait, le lactate est un monocarboxylate, donc on n'a qu'une seule fonction carboxylique, mais ce n'est pas le seul monocarboxylate. Par exemple, le pyruvate en est un autre, les corcétoniques en sont d'autres. Donc, ce qu'on a montré, c'est qu'il existe une famille de 14 membres qu'on appelle la famille des SLC16, Solute Carrier 16, qui appartiennent à cette famille de transporteurs au monocarboxylate. Cependant, parmi cette famille, seuls les 4 premiers membres, qu'on appelle MCT1, MCT2, MCT3 et MCT4, ont la capacité de transporter le lactate ou alors, dans certains cas, le pyruvate et les corps cétoniques. On va voir si ça ne fonctionne pas mieux. Donc, je vais être obligé de le faire à la main, comme ça. Bonjour. Bonjour. Il y a quelqu'un qui...
Alors, ces transporteurs ont la particularité d'être des cotransports qui utilisent un proton. Et en fait, le sens de transport n'est déterminé que par le gradient de substrat. Donc là où vous avez la plus forte concentration de substrat, par exemple si elle est à l'extérieur, le transporteur, le MCT, va permettre au lactate d'entrer dans la cellule. Si vous avez l'inverse, c'est que vous avez une concentration de lactate plus importante à l'intérieur de la cellule, alors ce lactate sera transporté vers l'extérieur de la cellule, toujours accompagné d'un proton. Ah, ces différents transporteurs ont des affinités différentes pour leur substrat. Par exemple, pour le lactate, donc on voit par exemple que MCT1, le premier membre, a une affinité qui est considérée comme intermédiaire. MCT2 est considéré comme ayant une forte affinité pour le lactate, alors que MCT4 a une affinité qui n'est pas encore clairement déterminée. Au départ, il était considéré comme un transporteur à faible affinité. Les dernières découvertes semblent suggérer que finalement, il aurait une affinité qui se rapproche de celle de MCT1. Mais grosso modo, on a deux classes, un transporteur à haute affinité et deux transporteurs à plus faible affinité, mais qui ont une plus grande capacité. Qu'en est-il de leur distribution? Donc, je vous ai parlé qu'il fallait avoir des transporteurs à la fois sur les astrocytes pour permettre la libération et à la fois sur les neurones pour permettre leur recapture. Donc, à partir du moment où on a découvert ces différents transporteurs, on a caractérisé leur distribution dans le système nerveux central, on s'est aperçu que MCT1, le premier transporteur, avait une distribution plutôt ubiquitaire. On le retrouve sur la plupart des cellules gliales, donc les astrocytes, les oligodendrocytes, la microglie, les cellules endothéliales qui forment les vaisseaux, et aussi certaines populations de neurones dans certaines régions bien particulières. Par contre, MCT2, donc le transporteur à haute affinité, se retrouve exclusivement ou presque exclusivement sur les neurones, alors que MCT4, qui est un transporteur à plus faible affinité, se trouve principalement sur les astrocytes. Donc, nos études ensuite se sont intéressées en particulier aux mécanismes qui régulent l'expression de MCT2 sur les neurones et de MCT4 sur les astrocytes. L'idée étant que si on a ces transporteurs et qui sont importants pour permettre la libération ou la recapture, peut-être que ces transporteurs sont sujets à des régulations bien précises pour permettre de moduler la quantité de lactate soit libérée, soit recaptée en fonction de l'activité. Et c'est un peu ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, on va commencer par les astrocytes. Donc, j'espère que tout le monde sait ce que c'est un astrocyte. Donc, c'est un type de cellule gliale particulier. Alors, on entend de la musique. Ok, bon, c'est bon, on n'entend plus. Alors, on a voulu étudier la régulation d'expression d'MCT4 dans les astrocytes. Et donc, pour ce faire, on utilise des cultures d'astrocytes. Et donc, on a mis en culture les astrocytes et on a regardé quel MCT on retrouvait exprimé. Alors, en accord avec ce qu'on avait vu in vivo, on a une expression du transporteur MCT1 qui est importante sur les astrocytes. Aucun problème à le détecter sur ces cultures d'astrocytes. Par contre, à notre grande surprise, l'expression d'MCT4 dans ces cultures était extrêmement faible, ce qui est contraire à ce qu'on a vu in vivo, où l'expression d'MCT4 est relativement importante. Fort heureusement, ma doctorante, donc Katia Rosafio, qui a fait ses travaux, s'est posé la bonne question. Elle s'est dit, oui, mais sommes-nous dans des conditions qui reproduisent ce qui se passe physiologiquement? En effet, quand on fait des cultures de cellules en général, et en particulier les cultures d'astrocytes, nous sommes dans un environnement où, dans l'atmosphère, on a 21% d'oxygène, ce qui est évidemment des conditions hyperoxiques par rapport à ce qu'on retrouve in vivo. L'expérience suivante a consisté à réduire la concentration d'oxygène et de vérifier si on a un effet sur l'expression des MCT. Et ce qu'on s'est aperçu très rapidement, alors qu'en ce qui concerne MCT1, on n'a pas de modification importante, on a vu apparaître
une expression plus importante de MCT4 dans nos astrocytes. Donc, à noter, les concentrations d'oxygène à l'intérieur du cerveau sont un sujet de controverse, mais on considère qu'elles varient en fonction de la profondeur dans le cerveau entre 1 et 5 %. Donc, on voit ici que si on réduit à 1 %, on retrouve un niveau d'expression qui est quand même relativement important. Et on a poursuivi l'expérience en enlevant complètement l'oxygène et on voit que le processus continue. Donc, il y a réellement une gradation dans le niveau d'expression de MCT4 qui dépend du niveau d'oxygène présent dans le milieu. Alors, la question suivante qui s'est posée, c'est qu'est-ce qui régule l'expression de ce transporteur qui est sensible à l'oxygène? Or, il existe un senseur d'oxygène bien connu en biologie qui s'appelle le Hypoxia Inducible Factor, ou HIF, HIF. Alors, ce facteur a été bien décrit et il a un mode de fonctionnement très particulier. Et avec ce petit schéma, je vais essayer de vous résumer le principe. Donc, en temps normal, vous avez donc ici une composante de HIF qui s'appelle HIF1 alpha. Cette composante, on la retrouve au niveau du cytoplasme. Lorsque vous avez de l'oxygène se lie à un enzyme qu'on appelle la proline hydroxylase. Et cette enzyme a la capacité d'hydroxyler une composante de HIF, celle qui se trouve dans le cytoplasme, qui s'appelle HIF1 alpha. Et lorsque cette composante est hydroxylée, ceci conduit à sa dégradation. Donc, en présence d'oxygène, on n'a pas d'HIF1 alpha qui est stable dans le cytoplasme et donc qui ne peut pas migrer dans le noyau pour aller effectuer des régulations. Par contre, si vous réduisez le niveau d'oxygène et donc que vous inhibez ces prolines hydroxylases, ceci conduit à une stabilisation de la sous-unité HIF1 alpha. Lorsqu'elle est stable, elle migre dans le noyau, elle vient s'associer à une autre sous-unité de HIF qui s'appelle HIF1 bêta qui, elle, est présente de manière constitutive dans le noyau, et un autre cofacteur qu'on appelle le P300-CBP pour former un complexe transcriptionnel. Et ce complexe transcriptionnel vient se lier sur des éléments de réponse qui se situent dans le promoteur d'un certain gène. Lorsque ce facteur se lie à cet élément de réponse, il va induire la synthèse, donc la transcription, la synthèse d'un ARN messager qui code pour une protéine particulière. Or, on sait que dans le promoteur du gène MCT4, on retrouve un élément de réponse pour le facteur de transcription HIF. Donc, une des possibilités était que l'effet que l'on voit avec l'oxygène, enfin avec la réduction de l'oxygène, est lié à ce facteur de transcription. Il ne restait plus qu'à le démontrer. C'est ce qu'on a fait dans les expériences suivantes, donc toujours dans les cultures d'astrocytes. On a regardé l'effet, ou plutôt en utilisant un outil qu'on appelle un siRNA qui vous permet de bloquer l'expression de sa cible. Donc ici, on a voulu bloquer l'expression du facteur HIF1 alpha. Lorsque l'on soumet nos astrocytes à 1 % d'oxygène chez le contrôle, on a bien au niveau de l'ARN messager une augmentation de l'expression de MCT4. Si on met un siRNA contrôle qui n'a pas pour cible HIF1 alpha, on a toujours notre augmentation. Par contre, si on ajoute notre siRNA pour bloquer l'expression de HIF1 alpha, on empêche l'augmentation d'expression de l'ARN messager d'MCT4. On a fait la même chose au niveau de la protéine. Donc ici, on a ce qu'on appelle un Western blot qui permet de visualiser l'expression de la protéine. Donc, toujours la même chose. Ici, vous avez les expressions à 21 % d'oxygène. Il y a une très faible expression d'MCT4. On passe les astrocytes à 1 % d'oxygène. Ici, on voit l'augmentation de la protéine. C'est la bande foncée noire qui est ici. Si on met un siRNA contrôle, on a toujours l'expression qui est très élevée. Si on met le siRNA pour bloquer HIF,
IF1-alpha, on a une réduction très importante de l'expression de la protéine. Donc, ces expériences suggèrent très clairement que IF1-alpha, le facteur de transcription IF, est impliqué dans l'augmentation d'expression de MCT4 quand on diminue l'oxygène. On a fait une expérience miroir. L'idée ici était, plutôt que d'empêcher l'augmentation d'expression, l'idée ici était d'induire l'expression sans modifier l'oxygène. Alors, comment on a fait ça? On a utilisé un inhibiteur qui s'appelle le DMOG, donc diméthyloxalylglycine, qui est un inhibiteur des prolines hydroxylases. Donc, souvenez-vous, quand je vous ai présenté le mécanisme, les prolines hydroxylases sont ces enzymes qui hydroxylent IF1-alpha et induisent sa dégradation. Donc, si vous empêchez la dégradation d'IF1-alpha, et donc qui s'accumule et ensuite va dans le noyau, est-ce que ceci se traduit par une augmentation d'expression d'MCT4? Au niveau de l'ARN messager, la réponse est clairement oui. Donc, en augmentant la concentration de cet inhibiteur à partir d'une certaine concentration, on voit bien l'expression de l'ARN messager. Et idem pour la protéine. Donc, ici, on a le Western blot avec le niveau d'expression de la protéine. À partir d'une certaine concentration de l'inhibiteur, on a une augmentation de l'expression d'MCT4. Donc, la combinaison de ces deux expériences démontre bien qu'effectivement, par le biais de l'inhibition des prolines hydroxylases et la stabilisation de IF1-alpha et ensuite du facteur IF, on a bien une augmentation d'expression de MCT4. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Tout le monde me suit ou j'ai déjà perdu tout le monde? Je n'ai pas de retour, donc j'assume que tout le monde me suit. Alors, jusqu'à maintenant, on s'est intéressé plutôt à la régulation par l'environnement, donc par le niveau d'oxygène, mais ce qui nous intéressait, c'était d'essayer d'identifier des signaux qui seraient produits par des cellules cérébrales et qui pourraient avoir le même type d'effet, c'est-à-dire induire une augmentation de l'expression d'MCT4. Parmi les signaux potentiels qui sont produits par les cellules en activité, un qui nous a particulièrement intéressé, c'est le monoxyde d'azote ou NO. Et donc, on a voulu savoir si le monoxyde d'azote pouvait avoir un impact sur le niveau d'expression d'MCT4 dans les astrocytes. Donc, vous avez le résultat de l'expérience qui est ici. On a ici, au niveau du contrôle, l'expression basale en présence de 21% d'oxygène, donc une expression d'MCT4 qui est très faible. Et on a ensuite exposé ces astrocytes à un donneur de monoxyde d'azote qu'on appelle le d'éthanoate. Et on voit très clairement l'augmentation d'expression qui correspond à MCT4. Si on essaie maintenant simplement de bloquer l'expression de MCT4 en mettant soit un siRNA ou soit en mettant un siRNA qui n'a aucune cible précise, on se rend compte que si on met le siRNA contrôle, on ne bloque pas l'expression de MCT4, alors que si on met le siRNA spécifique pour MCT4, on bloque entièrement l'augmentation d'expression. Donc, il semble qu'effectivement, le monoxyde d'azote est un signal qui permet d'augmenter l'expression d'MCT4 dans les astrocytes. On a voulu élargir la problématique en se disant, d'accord, le monoxyde d'azote semble pouvoir augmenter l'expression de MCT4, mais est-ce que c'est la seule cible? Ou alors a-t-on plutôt une réponse coordonnée dans la cellule qui permet d'augmenter non pas simplement un transporteur, mais toute une voie métabolique? Et la voie métabolique qui nous intéresse, c'est la glycolyse, puisqu'en effet, dans l'astrocyte, MCT4 permet la libération de lactate. Donc, on s'est dit, si on a un effet du monoxyde d'azote, peut-être que cet effet, c'est non seulement permettre d'augmenter la libération, mais aussi permettre d'augmenter la synthèse. Et donc, je ne vais pas passer en revue chacun des diagrammes qui sont là, mais pour la faire courte, essentiellement, on a regardé toute une série de protéines impliquées dans la voie glycolytique et on s'est aperçu que pour beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces cibles, on a une augmentation d'expression qui est induite par le monoxyde d'azote. Donc, il semble que ce n'est pas seulement MCT4, mais l'ensemble de la voie glycolytique qui est augmentée en présence de monoxyde d'azote. Restait plus, et en particulier MCT4, effectivement, restait plus qu'à démontrer est-ce que cette augmentation générale de la glycolyse est-elle dépendante aussi de IF?
Alors, pour ce faire, on a d'abord vérifié que, effectivement, si on utilise un siRNA, on a bien une réduction de l'expression de IF dans les cellules, ce qui était le cas. Et puis, lorsque on expose les cellules, les astrocytes à du d'éthanoate, si on met qu'un siRNA contrôle, on a bien l'augmentation de l'expression de IF, donc la stabilisation, alors que si on met un siRNA contre IF, on n'a pas cette augmentation. Donc, il semble bien que le monoxyde d'azote, donc donné par le d'éthanoate, induit bien une stabilisation de IF. Restait à voir maintenant si c'est cette stabilisation de IF qui est impliquée dans l'augmentation d'expression des différents enzymes de la glycolyse. Encore une fois, pour la faire courte, la réponse est oui. Donc, à chaque fois qu'on utilise le siRNA dirigé contre IF, on a une réduction de l'expression pour chacune des protéines pour lesquelles on avait une augmentation induite par le monoxyde d'azote, impliquant bien sûr MCT4 comme on l'avait montré précédemment. Donc, en résumé, ce qu'on a montré avec les astrocytes, c'est que essentiellement, l'expression non seulement de MCT4, mais d'un ensemble de protéines impliquées dans la glycolyse sont régulées par le facteur de transcription IF1, et ceci dépend de la stabilisation de la sous-unité IF1-alpha qui euh, est due à l'action du monoxyde d'azote. La question est de savoir d'où provient ce monoxyde d'azote. Alors, je ne vais pas vous montrer les résultats. Nous avons montré que, notamment, les cellules endothéliales qui forment les vaisseaux sanguins sont de très bons producteurs de monoxyde d'azote. Et donc, les cellules endothéliales sont un des mécanismes par lesquels on peut réguler l'ensemble de la voie glycolytique dans l'astrocyte et donc de permettre aux astrocytes de libérer ces lactates pour être ensuite utilisés par les neurones. Donc, on peut avoir une régulation que j'appellerais tonique, de maintenir un certain niveau glycolytique dans les astrocytes afin de permettre un approvisionnement constant de lactate aux neurones. Une autre possibilité que nous n'avons pas étudiée dans ce cas précis, on sait que certains neurones peuvent produire aussi du monoxyde d'azote. Et donc, dans certaines circonstances, comme par exemple dans les mécanismes de plasticité synaptique, on sait qu'on a une augmentation de la production de monoxyde d'azote. Et donc, aussi une augmentation des besoins énergétiques. Et donc, il est possible que de manière ciblée, à certains endroits, là où on a des modifications de l'efficacité synaptique, on a une production augmentée de monoxyde d'azote qui servent de signal pour faire en sorte qu'on ait un approvisionnement de lactate provenant des astrocytes qui soit plus important à ces endroits précis. Voilà, donc ça, c'était pour les astrocytes. Qu'en est-il des neurones? Donc, je vous ai dit, dans les neurones, on a l'expression d'un transporteur à haute affinité qui s'appelle MCT2. Est-ce que ce transporteur son expression peut être régulée? Alors, c'est ce qu'on a montré. On a testé un certain nombre de substances connues pour avoir des effets neuroactifs et on en a trouvé plusieurs. Donc, par exemple, la noradrénaline, l'insuline, l'IGF-1, mais en particulier, nous avons identifié ce qu'on appelle le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, qui est un facteur trophique très impliqué dans les mécanismes de plasticité synaptique, donc qui est libéré dans certaines conditions et permet de modifier l'efficacité synaptique, un mécanisme qui est lié à l'apprentissage et à la mémoire. Ce qu'on a démontré in vitro, c'est que si on expose des cultures de neurones corticaux à du BDNF, on voit, soit par immunofluorescence, soit par Western blot, une augmentation de l'expression de la protéine MCT2. Alors, on l'a aussi quantifié. On s'aperçoit qu'on a une augmentation qui apparaît déjà de manière significative après 6 heures en immunofluorescence. Et même par Western blot, on arrive à démontrer une augmentation significative déjà à partir d'1 heure. Alors, c'est très, très rapide. On s'intéressait de savoir si c'était un mécanisme transcriptionnel. Donc, est-ce qu'on a d'abord une augmentation de l'ARN messager d'MCT2 et ensuite une augmentation de la protéine? Et à notre grande surprise, on s'est aperçu qu'il n'y a pas d'augmentation de l'ARN messager pour MCT2. Ce qui suggère que le mécanisme
qui permet cette augmentation protéique est un mécanisme de régulation traductionnelle, donc au niveau de la protéine. Alors, on savait que le BDNF a la possibilité de réguler la traduction de protéines et il le fait par le biais de voies de transduction bien connues. Donc, lorsque BDNF interagit avec son récepteur, qu'on appelle TrkB, on a l'activation de plusieurs voies parallèles. Une voie qu'on appelle la voie de la PI3 kinase AKT-mTOR et une autre voie qui implique ce qu'on appelle les MAP kinases, donc soit la P38 MAP kinase, soit ERK, qui sont les MAP kinases. Mais ces voies parallèles convergent vers un facteur qui est impliqué dans la traduction. Et donc, l'idée ici était de savoir est-ce que, effectivement, ces différentes voies peuvent être impliquées dans la régulation de la traduction de MCT2. Alors, comment le vérifier? On sait qu'il existe des inhibiteurs spécifiques de chacune de ces voies. Et l'idée, c'est de tester est-ce qu'on arrive à montrer qu'on peut bloquer l'effet de BDNF sur la traduction de MCT2 en utilisant ces inhibiteurs. Alors, encore une fois, je vais être relativement bref. Donc, ici en haut, par immunofluorescence, on retrouve l'augmentation d'expression de MCT2 induite par BDNF comparée au contrôle. Et ensuite, ici, vous avez les différentes substances qui inhibent chacune des voies. Et donc, la réponse est relativement simple. Tous les inhibiteurs impliqués dans les voies activées par BDNF bloquent l'augmentation d'expression de MCT2 induite par BDNF. La seule exception, c'est l'inhibiteur qui est ici, qu'on appelle l'AG, donc AG490, qui bloque une autre voie qui s'appelle la voie JAK-STAT, qui, elle, on sait, n'est pas impliquée dans la régulation de la traduction. Donc c'est un excellent contrôle négatif pour s'assurer que ce n'était pas juste le fait d'utiliser des inhibiteurs qui avaient cet effet sur les cellules. Mais donc, la conclusion, c'est que effectivement, chacune des voies induites par BDNF, dont on sait qu'elle est impliquée dans la régulation de la traduction, semble jouer un rôle dans l'augmentation d'expression de la protéine MCT2. Pour confirmer cette observation que BDNF régule l'expression de la protéine MCT2, nous avons fait une expérience particulière qui a été d'utiliser une préparation qu'on appelle les synaptoneurosomes. Alors, que sont les synaptoneurosomes? C'est une préparation qui rassemble les terminaisons pré- et postsynaptiques des neurones, mais qui s'affranchit du corps cellulaire. Donc, on se débarrasse du corps cellulaire, donc on n'a plus de noyau et donc plus de possibilité de transcription et plus possibilité de traduction au niveau du corps cellulaire. Par contre, au niveau des terminaisons, on sait qu'une traduction est possible. Il existe un appareillage de traduction qui a été localisé au niveau des terminaisons. Donc l'idée ici, c'est de vérifier est-ce qu'on arrive à démontrer un effet d'augmentation de l'expression de la protéine MCT2 uniquement dans cette préparation, ce qui permettrait de confirmer que nous n'avons pas besoin de la transcription, donc pas besoin du noyau, mais aussi de savoir si cette régulation de la traduction est locale au niveau de la synapse ou plutôt générale au niveau du corps cellulaire. La réponse est la suivante. Donc, on a montré dans cette préparation de synaptoneurosomes qu'effectivement, BDNF induisait bien une augmentation de la protéine MCT2. Si on utilise cette fois un inhibiteur de la transcription, l'actinomycine D, on ne voit pas d'inhibition de l'effet de BDNF. Donc, effectivement, la transcription ne semble pas nécessaire. Par contre, quand on utilise la cycloheximide, qui est un inhibiteur de la traduction, effectivement, on prévient l'augmentation de l'expression de MCT2. Ce qui nous indique qu'effectivement, MCT2 semble être traduit localement au niveau de la synapse. Alors, ceci a déjà été décrit pour d'autres protéines, des protéines qui sont exprimées spécifiquement au niveau des synapses et qui sont notamment impliquées dans les mécanismes de plasticité synaptique qui sont à la base de l'apprentissage et de la mémoire. Donc, ceci permet effectivement de moduler l'activité synaptique de manière locale, puisqu'effectivement, quand vous avez des modulations, ce n'est pas toutes les synapses d'un neurone qui sont modulées, mais simplement certaines. Et donc,
si on veut moduler que la transmission à une synapse, on doit avoir une traduction qui est locale. Ce qui est nouveau, c'est qu'MCT2, qui est un transporteur de substrat énergétique, qui ne semble a priori pas jouer un rôle dans la transmission synaptique, est régulé de la même manière. Nous avons voulu confirmer ces observations in vivo, et donc pour ce faire, nous avons fait des injections in vivo au niveau d'une zone qu'on appelle l'hippocampe, soit de BDNF, soit d'un véhicule, et nous avons voulu regarder, observer le niveau d'expression de MCT2. Alors, c'est un petit peu difficile à voir ici, mais si vous focalisez là où j'ai fait apparaître les pointillés et vous comparez au côté contralatéral, on a l'impression qu'ici, en tout cas, au niveau de la couche de cellules granulaires, puis ici, au niveau de la couche de cellules pyramidales du CA1, on a une augmentation de l'intensité. Alors évidemment, ici, c'est purement une impression visuelle. On a fait des Western blots pour être capable d'être quantitatif. Et ce qu'on a pu voir, en prélevant l'entièreté de l'hippocampe et pas seulement les régions où il y avait l'augmentation, on arrive quand même à détecter une augmentation significative. Ce qui indique bien que même in vivo, le BDNF induit une augmentation de l'expression d'MCT2. On a regardé en parallèle d'autres protéines et on s'est aperçu que d'autres protéines dont on sait qu'ils sont régulées par BDNF et qui sont impliquées dans la plasticité synaptique, comme la protéine PSD95, qui est une protéine impliquée dans ce qu'on appelle la densité postsynaptique. Donc, au niveau de l'épine dendritique, on a une organisation particulière, notamment des récepteurs postsynaptiques, et cette protéine joue un rôle dans l'échafaudage de ces différentes protéines. Son expression est augmentée par BDNF, de même que GLUR2, qui est une sous-unité particulière des récepteurs AMPA, donc les récepteurs glutamatergiques qu'on retrouve au niveau des synapses excitatrices, et qui joue aussi un rôle dans la plasticité synaptique. On a aussi observé la même augmentation. Donc, on a une régulation parallèle à la fois d'MCT2, mais aussi d'autres protéines impliquées dans les mécanismes de plasticité synaptique. Comment résumer ces observations? Il semble que, bon, à l'état normal, vous avez un certain niveau d'expression d'MCT2, notamment au niveau des synapses, et du lactate est utilisé comme substrat pour soutenir l'activité synaptique de base. Par contre, lorsque vous avez des mécanismes de plasticité synaptique, donc une augmentation de l'activité, qui va conduire à la production de BDNF, ce BDNF libéré, qui va donc modifier la synapse, va conduire à une augmentation de l'expression, par exemple, de certains récepteurs, ici la sous-unité GLUR2, mais aussi de l'expression des transporteurs MCT2, de telle manière à ce que, lorsque ces récepteurs sont exprimés et augmentent l'efficacité synaptique, comme les besoins énergétiques augmentent, vous aurez un apport en lactate qui sera plus important et qui permettra de faire face aux besoins énergétiques accrus. Donc, il semble que ce soit un mécanisme bien coordonné. Et donc, la conclusion générale, c'est qu'il semble que MCT2 participe à la machinerie synaptique qui permet de lier l'énergétique à la transmission synaptique. Vous pouvez moduler l'apport énergétique en fonction des besoins quand vous modulez l'efficacité synaptique, ce qui est une notion tout à fait nouvelle. Bien, donc je vous ai montré, et ça c'est le résumé de la partie 1, que le transporteur au lactate MCT4 peut être régulé, notamment par les niveaux d'oxygène, mais surtout par le monoxyde d'azote, par un mécanisme transcriptionnel qui fait appel au facteur de transcription IF1. Je vous ai aussi montré que l'expression de MCT2, elle, est régulée par un facteur trophique qu'on appelle BDNF, par un mécanisme, cette fois traductionnel, qui implique notamment des voies de transduction. Bon, je vous passe les détails, ce n'est pas ça qui est très important. Cette régulation des MCT, qui se passe aussi bien sur les astrocytes que les neurones, pourrait être vue comme étant un mécanisme qui permet d'adapter les besoins énergétiques à la demande lorsque vous avez des modifications d'efficacité synaptique. Donc, ceci suggère que ce transfert de lactate des astrocytes aux neurones puisse être essentiel, donc,
non seulement pour les mécanismes de plasticité synaptique, mais comme la plasticité synaptique est le mécanisme impliqué dans l'apprentissage et la mémoire, la question se pose, comment arriver à démontrer que les performances cognitives, qui sont basées sur la plasticité synaptique, nécessitent ce transfert de lactate des astrocytes aux neurones. Et c'est la dernière partie, comment arriver à démontrer ceci. Alors voici la stratégie que l'on a utilisée. Au départ, on a généré des souris transgéniques qu'on appelle des souris floxées. Je ne suis pas sûr que vous soyez familier avec ce type de souris. L'idée est d'incorporer dans la séquence des gènes cibles de petites séquences qu'on appelle LOXP, qui en principe ne modifient en rien l'expression normale de ces gènes. Sauf qu'en présence d'une enzyme particulière qu'on appelle la CRE recombinase, cette enzyme reconnaît ces séquences et va couper tout ce qui se trouve entre les deux sites LOXP. Donc, vous allez produire une invalidation, ce qu'on appelle un knockout, du gène cible. Donc ici, on a produit des souris qui sont floxées pour MCT2 et qui sont floxées pour MCT4. Donc, on a nos petites séquences LOXP introduites dans soit le gène MCT2, soit le gène MCT4. L'idée ensuite, c'est d'injecter ce qu'on appelle un vecteur viral, ici il s'appelle AAV8, qui va exprimer sous le contrôle d'un promoteur spécifique l'enzyme CRE recombinase. Alors, soit le promoteur spécifique est spécifique pour les neurones, c'est ce qu'on appelle la synapsine humaine, soit il est spécifique pour les astrocytes, c'est ce qu'on appelle la GFAP. Et donc, si on injecte dans l'hippocampe de souris MCT2 floxé ce vecteur viral, on va exprimer la CRE spécifiquement dans les neurones. Et donc, on va produire une invalidation d'MCT2 dans les neurones de l'hippocampe. Alors que si on fait la même chose ici pour MCT4, on injecte un vecteur viral pour exprimer la CRE dans les astrocytes, et donc on va produire une invalidation dans les astrocytes de l'hippocampe uniquement. Et l'idée ensuite, c'est de faire une analyse, soit au niveau protéique ou ARN messager, pour voir qu'on a réussi à invalider notre cible et pas d'autres, et ensuite de faire des investigations comportementales avec une série de tests comportementaux pour voir si on a affecté le comportement. Ici, c'est juste un contrôle pour bien montrer qu'on a bien ciblé les cellules qu'on a visées. Donc, dans le cas des MCT2 flox, on visait les neurones. Donc, on a injecté un vecteur viral pour exprimer la CRE dans les neurones. Et c'est ce qu'on voit. Donc, ici, le nœud N en rouge, c'est un marqueur neuronal. Et ce qui est en vert, donc, qui est la GFP, qui nous indique que notre vecteur viral est bien exprimé à l'intérieur de ces neurones, on voit bien que ça correspond bien à la couche neuronale. Aussi bien, ici, c'est dans la zone CA1 de l'hippocampe. Ici, c'est au niveau de la zone CA3 ou des cellules granulaires du gyrus dentelé. Et on a fait une quantification pour bien montrer que la majorité des cellules qui exprimaient la CRE étaient des neurones. On a fait la même chose pour les astrocytes. Donc là, on a fait des marquages GFAP en rouge, qui est un marqueur astrocytaire, et on voit bien que le marquage vert, donc GFP, qui nous indique que la CRE est exprimée, correspond bien aux cellules qui expriment la GFAP. Et donc, on a fait une quantification, et la grande majorité des cellules qui expriment la CRE sont bien des astrocytes. Alors, on est passé ensuite au comportement. Alors, on a fait un premier test qui s'appelle le test d'évitement. Donc, c'est un test relativement simple. Vous avez deux compartiments, un compartiment éclairé, un compartiment sombre. La tendance naturelle des rongeurs, donc des souris, c'est de se réfugier dans le compartiment sombre. Cependant, l'astuce, c'est que le plancher du compartiment sombre est électrifié. Et donc, quand l'animal passe dans le compartiment sombre, il reçoit une petite décharge électrique qui est simplement désagréable, et donc l'animal retourne immédiatement dans le compartiment éclairé. Vous enlevez l'animal, vous attendez un certain temps, par exemple ici 24 heures, et vous replacez l'animal dans le compartiment éclairé, et vous mesurez le temps de latence avant que l'animal passe de nouveau dans le compartiment sombre. Et en fonction du temps de latence, plus il met de temps, donc plus son souvenir du choc électrique est vivide, et donc
plus il attendra avant de tenter de nouveau l'expérience. Alors, lorsqu'on fait cette expérience, on remarque que par rapport aux souris contrôle, les souris qui ont reçu la creux et donc pour lesquelles on a invalidé soit MCT2, soit MCT4, retournent dans le compartiment sombre beaucoup plus rapidement que les contrôles. Ce qui indique bien que pour ce test, qui est un test qui évalue la mémoire à long terme, mais que l'on appelle récente, et ceci dépend effectivement du temps de latence entre l'entraînement et le test, on voit bien que aussi bien MCT2 que MCT4 sont nécessaires. Alors, on a fait un petit test, un petit contrôle négatif. On a effectué un autre test qui est aussi basé sur la peur, mais qui n'implique pas un apprentissage, donc qui est inné. On fait simplement exposer la souris à une odeur d'un prédateur, comme par exemple un renard, et on regarde pendant combien de temps la souris reste immobile. C'est un comportement inné chez les rongeurs. Quand ils sont face à un prédateur, on a un phénomène d'immobilisation. Et donc, plus longtemps l'animal reste immobilisé, meilleur est, enfin, plus on considère que son comportement est normal. Alors, on a fait l'évaluation chez nos souris MCT2, soit contrôle, soit creux, ou MCT4, contrôle et creux. Et effectivement, entre les contrôles, on les expose à de l'eau et quand on leur met l'odeur du prédateur, on a une augmentation du temps d'immobilisation, mais aucune différence entre les contrôles et les invalidés avec la creux. Donc, il semble qu'on n'a pas une perturbation générale du comportement basé sur la peur, c'est uniquement lorsque ça implique un apprentissage. Et donc, c'est normal puisqu'on sait que l'hippocampe est essentiel pour ce type d'apprentissage. Ensuite, on est passé à un deuxième test pour évaluer quelque chose supplémentaire. On a utilisé ce qu'on appelle le test de reconnaissance d'objets. Le principe est le suivant. Au départ, l'animal est exposé à deux objets identiques. Et donc, l'idée, c'est que l'animal va explorer ces deux objets de manière comparable. Après un certain temps de latence, donc on enlève l'animal, après un certain temps de latence, on change un objet pour un nouvel objet et on réintroduit l'animal et on mesure de nouveau le temps passé à explorer les deux objets. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Lorsque l'on fait l'entraînement, on voit bien que le temps passé pour les deux objets est à peu près identique pour chacun des groupes expérimentaux. Lorsqu'on atteint 90 minutes et qu'on introduit un nouvel objet, on voit que lorsque l'animal explore, il passe plus de temps à explorer le nouvel objet par rapport à l'ancien, quel que soit le groupe expérimental. Donc, il ne semble pas que les transporteurs MCT2 et MCT4 soient importants pour ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Par contre, si on augmente le temps de latence entre l'entraînement et l'exposition au nouvel objet, on obtient des résultats tout à fait différents. Chez les contrôles, on a toujours un temps passé à explorer le nouvel objet qui est plus important, même après 24 heures, alors que pour ceux qui ont été invalidés, on n'a plus de différence. Donc, il semble que et MCT2 et MCT4 soient essentiels pour la mémoire à long terme récente, donc ça équivaut à ce qu'on a vu avant avec le test d'évitement, mais lorsqu'on regarde la mémoire à court terme, il semble que les transporteurs ne soient pas impliqués. Dernier type d'expérience, on a voulu savoir, donc on a exploré surtout jusqu'à maintenant la mémoire. On a voulu savoir qu'en est-il de l'apprentissage comme tel. Et donc pour pouvoir explorer l'apprentissage, on a utilisé un autre test qu'on appelle la piscine de Morris. Alors le test consiste en ceci. Les 2 premiers jours, vous ne faites que manipuler l'animal. Et ensuite, vous mettez l'animal dans les 6 jours suivants dans une piscine, donc c'est un bac d'eau, dans lequel vous avez une plateforme qui est submergée, qui est sous la surface de l'eau. Donc l'animal ne peut pas voir où est la plateforme, parce qu'on opacifie en fait l'eau de la piscine. On pose l'animal dans la piscine et au départ, comme l'animal n'aime pas tellement l'eau, il va nager
jusqu'au moment où il va, par accident, trouver la plateforme. Et donc, va monter dessus parce qu'il préfère être sur la plateforme que nager. Et l'idée, c'est que vous répétez cette tâche pendant 6 jours, et donc l'animal va finir par comprendre que s'il se repère par rapport à certains signes qui sont placés autour de la piscine, il peut retrouver très facilement la position de la plateforme. Donc, ceci va vous permettre d'avoir une courbe d'apprentissage, puisque le temps que l'animal prend pour trouver la plateforme va se réduire. Ensuite, une fois l'entraînement terminé, une fois que l'animal trouve la plateforme très rapidement, vous laissez passer une certaine période de temps. Ici, c'est 7 jours. Et vous refaites le test, mais on est un peu méchant, on enlève la plateforme. Et donc, on va mesurer le temps que l'animal va passer à l'endroit où se trouvait précédemment la plateforme. Et ceci est une indication de la mémoire à très long terme, donc ce qu'on appelle la mémoire éloignée, mais ça permet d'évaluer justement la capacité de l'animal à se souvenir de l'endroit précis où se trouvait la plateforme. Alors, je vous montre les courbes d'apprentissage. Donc là, on a le temps mis soit pour chaque essai, soit pour chaque jour en moyennant les essais. Et ce qu'on se rend compte au premier coup d'œil, si on se focalise sur les moyennes par jour, c'est que les courbes en couleur, on voit que les animaux prennent plus de temps que les animaux contrôle pour trouver la plateforme. Mais au bout de 6 jours, on arrive à des niveaux de performance comparables. Donc, ce n'est pas un déficit d'apprentissage, ce n'est pas que l'animal n'arrive pas à apprendre, c'est qu'il met plus de temps. Donc, on a une difficulté à maîtriser la tâche, mais pour finir, l'animal arrive à maîtriser la tâche. On a voulu savoir, est-ce que cette difficulté à maîtriser la tâche peut être renversée? Et est-ce qu'elle peut être renversée si on rajoute le substrat? Donc, si on se dit que le problème, c'est qu'on n'a plus d'échange de lactate entre les astrocytes et les neurones, qu'est-ce qui se passe si on rajoute le lactate? Est-ce que ceci va permettre de rétablir la performance chez l'animal? Alors, la première chose, c'est qu'on a vérifié que lorsqu'on fait ce genre de manipulation, on a bien une augmentation du lactate intracérébral. Donc ici, on implante une canule au niveau du troisième ventricule, reliée à une pompe osmotique qui est sur le dos de l'animal. Et donc, on a une infusion de lactate permanente qui se produit pendant 8 jours. Et ceci conduit bien à une augmentation intracérébrale, même intra-hippocampique, de lactate. Donc, on sait qu'on a réussi à modifier le niveau de lactate dans l'hippocampe de l'animal. Maintenant, quel impact cette perfusion de lactate a sur les performances de l'animal? Alors, si on prend les animaux MCT2, on a la courbe en bleu qui est donc la performance des animaux en fonction des jours d'entraînement. En rouge, la courbe chez les animaux qui reçoivent le lactate. Pour MCT2, on ne voit aucune différence. Et ici, je vous remets la courbe des animaux contrôle. Donc, on voit que aussi bien les animaux invalidés pour MCT2 seuls et ceux supplémentés avec le lactate ont toujours ce déficit d'apprentissage. Qu'en est-il pour les animaux MCT4? La courbe en violette sont les animaux invalidés pour MCT4. La courbe en trétier rouge, celles qui reçoivent du lactate. Et là, ici, vous percevez qu'il y a au départ une différence. Et si je vous mets la courbe des animaux contrôle, on voit qu'il n'y a plus de différence maintenant entre les contrôles et ceux supplémentés avec le lactate par rapport à ceux qui sont simplement invalidés pour MCT4. En tout cas, pour les premiers points de la courbe, c'est très visible. Donc, quelle est la conclusion? Alors, effectivement, si on invalide MCT2 sur les neurones, donc on n'a plus de possibilité d'utiliser du lactate. Donc, le fait de rajouter du lactate, évidemment, ne va rien changer, puisque l'animal ne pourra toujours pas plus utiliser ce lactate supplémentaire. Par contre, si on invalide MCT4, donc l'astrocyte ne peut plus libérer ce lactate et le fournir aux neurones. Si on supplémente ces animaux avec du lactate, donc on remplace on joue le rôle des astrocytes qui ne peuvent plus le fournir, on arrive à renverser le phénotype des animaux, ce qui semble bien indiquer que le lactate fourni par les astrocytes est essentiel pour l'apprentissage des animaux dans cette tâche. La dernière expérience, c'est une expérience sur la mémoire. Donc, comme je vous l'ai dit, on a
cet entraînement qui se fait. Ensuite, on atteint 7 jours et puis on teste la mémoire en remettant l'animal dans l'arène, dans la piscine, mais sans la plateforme. Et on va mesurer le temps que passe l'animal dans les différents endroits de la piscine. Alors ça, ce sont les résultats. À droite, vous avez des graphes qui représentent l'activité de l'animal. Donc les endroits où on a des couleurs plus vives comme le rouge et le jaune, c'est les endroits où il passe le plus de temps, et en bleu, là où il passe le moins de temps. Donc on a les animaux contrôle qui sont en haut, les animaux invalidés qui sont en bas, et donc les MCT2 et les MCT4. Ce qu'on a remarqué, c'est que pour les MCT, commençons par les MCT2, pour les MCT2, très clairement, les animaux contrôle passent plus de temps dans ce cadran, dans cette partie de la piscine, et c'est là où se trouvait, c'est le petit rond noir, c'est là où se trouvait la plateforme. Alors que les animaux invalidés passent moins de temps dans la partie où se trouvait la plateforme et passent du temps ailleurs. Donc on voit qu'ils sont nettement moins précis et donc passent moins de temps à l'endroit précis où se trouvait la plateforme. Donc il semble bien que l'invalidation d'MCT2, ici on a les mesures quantitatives, ont un déficit de mémoire à très long terme, puisqu'ils ont plus de peine à retrouver la plateforme. Par contre, pour les animaux MCT4, on a l'impression qu'ils passent, et ce n'est pas juste une impression, quantitativement, ils passent à peu près le même temps à l'endroit où se trouvait la plateforme. Donc il ne semble pas que MCT4 joue un rôle particulier pour ce qui est de la mémoire à très long terme. Alors, je vais en terminer là. Je vous fais un petit résumé. Je vous ai montré que aussi bien le transporteur neuronal MCT2 que le transporteur astrocytaire MCT4 sont importants pour la mémoire à long terme que j'appelle récente. Donc, souvenez-vous, c'est quand on regarde à 24 heures, dans des tâches non spatiales. Donc, non spatiales, c'était le test d'évitement et la reconnaissance d'objets, dont on sait qu'ils nécessitent l'hippocampe. Je vous ai aussi montré que aussi bien le transporteur neuronal MCT2 que le transporteur astrocytaire MCT4 sont importants pour l'apprentissage spatial. Donc, la piscine de Maurice, c'est un test spatial dont on sait que l'hippocampe est absolument essentiel pour accomplir cette tâche. Je vous ai aussi montré que l'infusion de lactate permet de récupérer ou d'empêcher le déficit d'apprentissage spatial dans les souris invalidées pour le transporteur MCT4 astrocytaire, mais pas pour le transporteur neuronal MCT2. Et finalement, je vous ai montré qu'il y a seulement le transporteur neuronal MCT2 qui semble essentiel pour la mémoire à long terme éloignée. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de consolidation en comportement. Et donc, ceci fait appel à un mécanisme qui est probablement différent. Alors, je n'ai pas le temps de l'expliciter aujourd'hui, mais effectivement, on a réussi à montrer qu'il y a un autre mécanisme dans lequel est impliqué MCT2 qui est requis pour ce type de mémoire. Et je termine avec les remerciements, donc avec les anciens membres de mon équipe à Lausanne. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont contribué à ce travail. Ma technicienne Sandrine Repon, Citlali Netzawal Coyotzi, qui était une postdoc mexicaine qui a fait toutes les expériences de comportement. Toutes les expériences de régulation d'expression in vitro ont été faites chez les astrocytes par Fabrice Marciac, Katia Rosafio, alors que les expériences chez les neurones ont été faites par Camille Viviani, Julie Chenal et Ruth de Bernardi. Et j'ai mes collaborateurs, notamment à Lausanne, Nicole Deglon, qui m'a produit les vecteurs viraux qu'on a utilisés, Britta Brix et Olaf Jören à l'Université de Lübeck en Allemagne, avec qui on a fait les études sur le monoxyde d'azote, et Anne-Karine Bouzesseur, ma collègue, avec qui on a fait pas mal d'expériences sur le métabolisme énergétique cérébral. Voilà, je m'arrêterai là et je répondrai à des questions ou des éclaircissements si nécessaire. Merci beaucoup, Lucas. C'est très instructif. Voilà. Tout à fait. Un peu complexe, je sais, mais Oui, mais c'est normal. Faut pas hésiter à me poser des questions sur des choses qui vous paraissent obscures.
Des Oui, bah, questions un peu bébêtes ou des questions profondes? Ça va pas être facile, les questions profondes. J'ai une question. Vas-y. Non, mais d'abord, Jean-Pierre, c'est le chef. Ah, Non, 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 vas-y, Aziz, vas-y. Vas-y, je t'en Alors, prie. oui, alors, question générale, peut-être, sûrement, alors, peut-être je pas hors sujet, vais mais t'arrêter de partager l'écran. vraiment à la marge. Mhm. Euh, donc, si j'ai bien compris, ces astrocytes, cellules en étoile, donc là, sont un peu les logisticiens du système nerveux, puisqu'elles, entre autres, elles approvisionnent les neurones en nutriments, etc., ce genre de choses, et les protègent sûrement. Exactement. Et Ça, oui, allez-y, et allez-y. c'est pour ça que je disais que c'était un peu à la marge, parce que bon, si on regarde par exemple la maladie d'Alzheimer, Mhm. alors connaissance grand public, pas plus que ça, qui est quand ça débute, c'est dévastatrice pour l'apparition enfin, pour l'incapacité à former des souvenirs, parce qu'à l'instant, vous parliez de souvenirs, de mémoire, mais vous parlez de mémoire à long terme. Alors, sûrement, je mélange, mais bon, vous allez comprendre ma question. Capacité de former donc de nouveaux souvenirs. Enfin, quand c'est. Ou même peut-être des vieux souvenirs, hein, vous allez me confirmer ou pas, qui commencent à échouer, à s'affaiblir. Est-ce que, dans ce que vous disiez là, il y a un lien? Est-ce que, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, il y a des choses que vous regardez donc directement ou indirectement suite à vos travaux, là, par exemple? Je suis très heureux que vous me posiez la question parce qu'effectivement, elle est plus que pertinente. C'est votre intuition qui vous a bien guidé, j'imagine. En fait, la raison pour laquelle c'est très intéressant, c'est que, bon, déjà, il y a des observations qui ont décrit qu'il y a des modifications de l'expression des transporteurs au monocarboxylate dans la maladie d'Alzheimer. Il y a des réductions d'expression, notamment d'MCT2 sur les neurones, qui ont été décrites maintenant aussi bien sur des modèles animaux que in vivo chez l'homme. Et donc, il y a clairement un lien entre le métabolisme énergétique, l'approvisionnement en lactate, ou en tout cas, du moins l'expression des transporteurs au lactate, et la maladie d'Alzheimer. Mais il y a autre chose d'encore plus intéressant, à mon avis, c'est des observations qui maintenant commencent à dater. On sait très bien depuis longtemps, enfin, depuis déjà l'utilisation de l'imagerie par tomographie à émission de positrons, la TEP. Oui. On peut mesurer en fait la consommation de glucose à l'aide de cette technique en utilisant un analogue du glucose qui s'appelle le fluorodéoxyglucose. Et donc, normalement, l'accumulation de fluorodéoxyglucose mesurée avec la TEP permet d'avoir une idée de l'activité neuronale. Donc, ça a toujours été utilisé comme un marqueur de l'activité neuronale. Et donc, des gens avaient remarqué que chez les patients atteints d'Alzheimer, lorsque l'on leur fait passer une TEP avec le FDG, on a ce qu'on appelle des hypométabolismes, donc des réductions de l'utilisation de glucose dans les zones qu'on sait qui dégénèrent dans la maladie d'Alzheimer, et notamment l'hippocampe. Donc ça a été bien documenté, et disons, l'interprétation de ces résultats était relativement simple. On a une neurodégénérescence, une perte neuronale, donc une perte d'activité, et donc il est logique qu'on ait une perte d'utilisation de glucose puisqu'on a moins de neurones et moins de neurones actifs. Alors ça, c'était la conclusion habituellement proposée, jusqu'au moment où des expériences faites, notamment par une neurologue aux États-Unis qui s'appelle Linda Mosconi, qui a fait la même chose, mais non pas chez des patients atteints d'Alzheimer, mais chez des sujets sains qui appartiennent à des familles qui ont un pédigree d'Alzheimer. Donc, c'est des gens qui ont, par exemple, l'allèle APOE4, dont on sait qu'elle prédispose à la maladie d'Alzheimer, ou qui ont la présénéline 1, par exemple. Donc, et dont ils ont des membres de leur famille qui sont atteints. Et donc, on prend ces gens qui sont relativement jeunes, qui n'ont absolument aucun symptôme, donc aucun signe de neurodégénérescence, et vous leur faites passer le même type d'analyse, donc une TEP avec la FDG. Et de manière très étonnante, vous avez un pattern
qui est très semblable aux patients qui, eux, sont des malades d'Alzheimer confirmés. Alors, qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère que vous avez déjà, de manière initiale, un déficit énergétique avant même d'avoir une mort neuronale. Donc, plutôt que ce soit simplement un reflet, soit de l'activité neuronale ou de la quantité de neurones ou de l'activité des neurones, c'est peut-être un reflet d'un déficit métabolique qui précède et qui est un marqueur très précoce de la maladie et qui participe peut-être justement à la vulnérabilité éventuelle des neurones qui vont dégénérer. Et donc, ça renverse un petit peu notre approche de la maladie d'Alzheimer où on se ciblait essentiellement sur le neurone en se disant il faut traiter les neurones, il faut traiter les neurones. Avec ce genre d'observation, on commence à se dire attendez, le problème effectivement terminal, c'est la perte des neurones, mais le problème initial, c'est peut-être un problème énergétique et ce problème énergétique, il provient peut-être des astrocytes au départ et se répercute ensuite sur les neurones. Et donc, la cible que l'on devrait avoir thérapeutique, c'est peut-être pas les neurones, parce que c'est déjà trop tard. Mais si on peut cibler très tôt les astrocytes, peut-être qu'on arrivera à préserver les neurones. Donc, effectivement, le type de résultats que l'on obtient maintenant, non seulement semble confirmer l'idée que l'énergétique est absolument essentiel pour l'apprentissage de la mémoire et un certain nombre de comportements, mais que dans certaines pathologies, c'est peut-être un facteur qui, sinon prédispose, peut même être une cause de la maladie, puisqu'il met en danger à long terme le système. Et donc, va changer notre approche peut-être thérapeutique de ce genre de pathologie. Alors, on a parlé en particulier d'Alzheimer, c'est peut-être pas la seule maladie neurodégénérative où on aurait ce genre de déficit. Je sais que, par exemple, pour la sclérose latérale amyotrophique, ça a déjà été montré au niveau de la moelle épinière qu'on a un déficit de certains de ces transporteurs, notamment les oligodendrocytes, qui conduit à une démyélinisation. Donc, il semble que le principe général puisse être, disons, étendu à d'autres pathologies, évidemment avec les particularités pour chaque pathologie, mais le principe de base que il y a un approvisionnement neuronal qui provient des cellules gliales et en particulier des astrocytes, et quand celui-ci, pour une raison ou une autre, est altéré, ceci aura des répercussions, mais à plus long terme, sur les neurones. Donc là, il y a des pistes, à mon avis, très intéressantes. Il faut juste arriver à convaincre notamment les cliniciens que c'est une piste, parce que bon, moi, ça fait que 25 ans que j'essaie déjà de convaincre les gens qui font de l'imagerie que ce qu'ils regardent avec la FDG-TEP, ce n'est pas les neurones directement, mais indirectement l'activité des neurones par le biais de la capture de glucose dans les astrocytes. Déjà de leur faire accepter que ce qu'ils regardent finalement, c'est ce qui se passe dans l'astrocyte, ce n'est pas encore gagné, mais je continue à répandre la bonne parole. Il suffit de leur dire que s'il n'y a pas le camion de livraison pour fournir le magasin d'à côté, il n'y a rien à bouffer. Oui, c'est un peu ce qu'on leur dit, mais l'argument est toujours de dire oui, ben, ils n'en ont pas besoin puisque le glucose entre dans le cerveau et les neurones n'ont qu'à se servir en fait. Et déjà de les convaincre, le glucose ne suffit pas. Le lactate est un substrat non seulement alternatif, mais même préférentiel dans certaines situations. Déjà, il faut arriver à faire passer ce message pour dire ok, si on envisage que c'est vrai, à ce moment-là, ça a effectivement des implications importantes. Mais vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'il y a des implications qui vont beaucoup plus loin, et notamment dans ces pathologies. Et à partir du moment où on considérera ces aspects, je pense que ça va ouvrir des pistes et des perspectives nouvelles. Merci. Peut-être une petite demande de supplément d'information par rapport à ça, parce que moi aussi, je voulais réfléchir un peu plus aux applications à Alzheimer. Et en fait, ton étude, tes études plutôt portent sur, comme tu nous l'as très bien expliqué, MCT2, MCT4. Exactement. Et j'ai entendu dans ta première réponse
qu'on voyait une réduction des MCT2 dans le cas de pathologies de type Alzheimer. Est-ce qu'on voit aussi des choses comparables pour MCT4? Alors, il y a eu, moi, ce que je me souviens, il y a eu quelques démonstrations qu'il y a des modifications de l'expression de MCT4, mais surtout chez l'animal, pas chez l'homme. Ah, Donc, dans les modèles de souris Alzheimer, donc il y en existe différents modèles, et il y a des gens qui ont mis en évidence des modifications, mais les interprétations divergent. Il y a des gens qui ont dit on voit des augmentations de MCT4, mais pour nous, c'est délétère. Donc, le fait qu'MCT4 soit augmenté, c'est quelque chose qui participe au développement de la maladie, ce n'est pas du tout une aide. Et il y a des gens qui ont prétendu le contraire et qui semblent suggérer qu'il y a des baisses de MCT4 et que c'est les baisses de MCT4 qui sont délétères. Donc la situation pour MCT4 n'est pas aussi claire pour MCT2. MCT2, je pense que tout ce que j'ai vu va dans la même direction. Pour MCT4, je dirais que c'est moins clair pour l'instant. Ça, c'est pour les aspects pathologiques. Il y a maintenant des données qui commencent à sortir par rapport au changement d'expression chez des sujets, enfin chez des animaux normaux. Pour l'instant, ça a été fait que chez les animaux, bien sûr. Lorsque l'on soumet l'animal à un comportement, on l'entraîne par exemple dans une tâche comme la piscine de Maurice, il y a des modifications de l'expression de ces MCT. Et là, j'ai vu passer un ou deux papiers qui ont clairement montré notamment que MCT4 est augmenté. D'accord. Donc, ça semble accompagner les modifications, disons, les modifications synaptiques qui conduisent à l'augmentation de l'apprentissage et de la mémoire. Donc, ce n'est pas seulement que c'est altéré en cas de pathologie, mais il semble aussi que c'est modulable en fonction disons, de l'accomplissement d'une tâche, en fonction de l'apprentissage, il y a des modulations. Parce que nous, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on les a bloqués pour empêcher les augmentations et voir l'impact que ça allait avoir. Mais il y a des gens qui, eux, se sont contentés de regarder juste s'il y avait des modulations lorsqu'ils entraînaient leurs animaux. Même nous, on l'a fait, mais moi, je l'ai fait dans une autre étude chez le rat qui n'est pas encore publiée, où on a vu clairement des modifications de l'expression des MCT dans les régions qu'on a activées. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré au départ toutes ces études in vitro où on étudie la régulation d'expression. Donc ça, c'était les études préalables pour comprendre les mécanismes sous-jacents et montrer qu'on peut réguler l'expression. Maintenant, il y a des gens qui ont commencé à faire la même chose, mais in vivo, et de se dire, dans des situations comportementales précises, on a bien ces modulations qui se produisent. D'accord. Je voudrais te remercier chaleureusement parce que j'ai trouvé que l'exposé était très, très clair. C'est à la fois un sujet très complexe, hein, surtout pour nous, mais tu donnais absolument les détails avec beaucoup de précision et on a l'impression quand même de comprendre et en tout cas certainement on comprend l'intérêt de la chose, le profond intérêt de la chose. On travaille surtout sur l'hippocampe, je suppose, quand on s'intéresse à des problèmes de type comportement, mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres régions du cerveau qui pourraient éventuellement être analysées aussi de la même façon? Bien sûr. Alors, je vais être obligé de vous révéler tous mes secrets. Oui. En fait, l'hippocampe a vraiment été, disons, la zone de choix parce que c'est une zone qui est effectivement vitale pour les mécanismes d'apprentissage et de mémoire. En plus, c'est de l'allocortex, donc c'est un cortex plus simple que le néocortex. Donc, c'est une zone plus simple disons, à caractériser. En plus, du point de vue électrophysiologique, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites sur les tranches d'hippocampe, donc on connaît bien la circuiterie, on connaît bien les mécanismes cellulaires et moléculaires de la plasticité synaptique à ce niveau. Oui. Et en plus, l'hippocampe étant impliqué dans l'apprentissage spatial, quand on travaille sur des animaux qui ne parlent pas, c'est plus simple puisqu'on regarde comment ils se déplacent. Donc, donc c'est clair que ça a été la zone de choix. Mais, pardon. Mais c'est clair que d'autres zones sont impliquées dans différents comportements, notamment le néocortex. Donc, mais c'est plus compliqué à étudier chez l'animal. Alors, chez l'animal, nous,
on a, donc là aussi, il y a une longue tradition. Il y a des études qui ont été faites sur ce qu'on appelle une partie du cortex somatosensoriel qu'on appelle le cortex des tonneaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça chez les rongeurs. Donc, chez les souris et les rats, donc vous avez ce qu'on appelle des vibrisses, donc des moustaches. Et donc, l'activité de ces moustaches, en fait, est relayée au niveau d'une zone particulière du cortex somatosensoriel qu'on appelle le cortex des tonneaux. Et cette région a été bien étudiée du point de vue électrophysiologique aussi, parce qu'on a encore une relation relativement simple, en fait, parce qu'il y a des relais synaptiques entre la surface de la peau, le thalamus et ensuite le cortex. Et donc, c'est une zone qui est assez classique. La difficulté, c'est comment l'étudier dans un contexte comportemental. Et nous, en fait, il existait déjà, mais on a remis au point un test comportemental qui permet d'évaluer en fait la performance en impliquant cette zone. D'accord. Et donc, c'est un test particulier, c'est une version différente du test de la reconnaissance d'objets que je vous ai présenté. Donc, dans le test de reconnaissance d'objets, vous avez deux objets qui sont semblables, et à un moment, vous en remplacez un autre par un objet qui est visuellement différent. Donc, vous pouvez mettre un cube, et puis après, vous mettez une balle, et donc, l'animal, avec des couleurs différentes, et donc l'animal repère visuellement tout de suite la différence. Par contre, ceci implique le cortex visuel, et pas du tout le cortex qui implique les moustaches. Alors, les rongeurs se servent des moustaches pour explorer leur environnement du point de vue tactile. Et donc, on a mis au point un test qui oblige l'animal à explorer deux objets qui sont visuellement identiques, mais dont la texture est différente. Donc, on a pris des plaques de plexi qu'on a rayées avec du papier d'émery avec des grains différents, de manière à ce que l'animal puisse simplement, en passant à proximité avec ses vibrisses, détecter une texture différente. Et donc, on a réalisé le test et on a montré que l'animal arrive à discriminer. Donc, il arrive très bien à se rendre compte lequel est lequel, malgré le fait que visuellement, ils sont identiques. Et en plus, en invalidant les MCT dans le cortex somatosensoriel, on arrive à voir qu'on interfère avec ce test. Mais ça, ce n'est pas publié. C'est magnifique. Donc oui, c'est possible de le faire dans d'autres régions. C'est juste que ça demande, c'est plus compliqué, surtout avec des animaux, disons, qui doivent se déplacer. Donc, il faut imaginer un test qui va impliquer la région qu'on veut regarder dans un test qu'ils peuvent faire de manière en se déplaçant, quoi. Parce qu'on peut pas immobiliser, enfin, on peut immobiliser l'animal, mais c'est pas le but. Et comme dans les études chez l'homme sont plus simples dans le sens où on fait appel à la parole et donc on peut faire des tests de reconnaissance faciale, ce genre de choses où votre sujet est simplement ne bouge pas et peut simplement vous dire s'il reconnaît ou s'il ne reconnaît pas. Ça, chez l'animal, vous ne pouvez pas faire. Enfin, chez le rongeur, en tout cas, vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut imaginer des tests particuliers qui vous permettront d'accéder à ces composantes. Et c'est pour ça que l'hippocampe a été vraiment privilégié parce que l'hippocampe est impliqué dans l'apprentissage spatial. Et donc, qui dit apprentissage spatial dit déplacement. Et donc, on peut tout à fait le faire de manière simple, enfin, relativement simple chez le rongeur. Alors qu'au niveau cortical, c'est déjà plus compliqué. D'accord. Merci beaucoup. Pas de quoi. Benjamin, je crois que tu as coupé ton… Voilà. Merci. Oui, j'avais coupé. Non, je disais merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. C'était intéressant d'avoir cet Parce que exposé. bon, on n'a pas parlé de modélisation, hein, mais il y a J'allais plein poser de la- modélisations autour des différents aspects dont il y a déjà eu des travaux qui ont été faits et il y en a encore plein d'autres qui nécessiteraient d'être faits. Il y a plein d'aspects qui nécessiteraient une approche mathématique de modélisation pour essayer d'expliquer certains phénomènes. On n'en a pas parlé ici, mais si vous voulez évoquer certains de ces aspects,
il y en a certains qui m'intéressent, et bien évidemment. Je sais avec Robert Costala, on en a fait plein, notamment de modélisation par rapport aux réponses en imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc, il y a à la fois les variations de lactate cérébral lors de l'activation que l'on retrouve chez l'animal. D'ailleurs, c'est pour ça que je collabore avec Anne-Carine Bouziesseur à Bordeaux. C'est ce qu'elle fait, elle, chez l'animal, avec justement le système des vibrisses. On stimule les vibrisses et on voit des augmentations de lactate cérébral qui sont transitoires. Alors, comment modéliser ces variations, à quoi elles correspondent, est-ce qu'on peut impliquer un échange? C'est ce qu'on avait fait avec Robert sur la base des données chez l'homme. Ensuite, il y a les réponses BOLD aussi par rapport à la consommation d'oxygène. Donc, nous, on a des collègues à Paris qui ont une nouvelle technique qui permet de mesurer la consommation d'oxygène chez l'animal. Donc, l'idée, c'est qu'on voudrait essayer de faire des corrélations entre les consommations de glucose mesurées en TEP, les consommations d'oxygène mesurées avec cette nouvelle technique, les augmentations de lactate transitoire dans le cortex somatosensoriel du rongeur. Là, il y a un champ par rapport à la modélisation qui, à mon avis, va être important. Alors juste, moi je découvre, enfin j'avais vu les tableaux, parce que Jean-Pierre Alain Miranville était impliqué, j'ai entendu comme ça, mais quel est votre sentiment? Vous avez dit un peu, mais au niveau du pourcentage en fait, du lactate par rapport aux autres, par rapport aux autres théories, mécanismes, c'est quoi le pourcentage selon vous? Quelle est votre intuition? Alors maintenant, ça va au-delà de l'intuition. Parce qu'au départ, c'était la question que vous posez est la question essentielle. Il y a tout le monde qui nous l'a posée depuis le départ. Surtout nos opposants au départ nous disaient ça ne va pas dépasser 5%. Après, ça a varié jusqu'à 20 ou 30%. Nous, on a fait, donc c'est ma collègue justement Anne-Carine qui a fait ces expériences où on l'a fait in vitro. Donc évidemment, c'est toujours critiquable, mais in vitro, on a fait une expérience qui est, à mon sens, en tout cas, très élégante. On a pris des neurones en culture et on les a mis en présence de lactate et de glucose. Parce que la difficulté, c'est que souvent, ce genre de mesures sont faites séparément. Soit on mesure la consommation de glucose, soit de lactate, puis après, on dit on envoie plus de l'un et de l'autre. Le problème avec le métabolisme, c'est que, grosso modo, vous bouffez ce que vous avez à disposition. Donc, si vous avez du glucose, vous en prenez. Si vous avez du lactate, vous en prenez. Mais ça ne vous dit pas la préférence. Alors là, c'est l'expérience. Ça a vraiment été le cas. On appelle ça une compétition. On a mis les deux en présence l'un de l'autre aux neurones et on a dit on va mesurer vraiment ce que tu consommes de l'un et de l'autre. Et ce qu'on s'est aperçu dans ces conditions-là, ce qu'on a mesuré, nous, c'est l'oxydation, donc la quantité du substrat qui entre dans le cycle de Krebs et qui est oxydé pour produire de l'énergie. Parce qu'évidemment, vous pouvez avoir, par exemple, pour le glucose peut être utilisé soit dans la voie des pentoses phosphates, soit uniquement à travers la glycolyse. Là, on voulait savoir qu'est-ce qui vraiment entre dans la mitochondrie et qui est vraiment oxydé pour produire les ATP. Les mesures qu'on a obtenues, c'est 75% de l'énergie provient du lactate et 25% du glucose, dans des conditions basales. Donc la question, c'est de savoir si vous activez le système et que les besoins augmentent. Est-ce que ces ratios varient? Ça reste à démontrer. Et là aussi, c'est une controverse. Il y a des gens qui ont montré que c'est plutôt le glucose qui augmente, d'autres, c'est plutôt le lactate qui augmente comme substrat consommé. Mais déjà, de base, qui est 75% de toute l'énergie produite qui provient du lactate et seulement 25% du glucose, c'est déjà une révolution. Il faut déjà arriver à le faire gober à pas mal de gens qui prétendent que c'est que le glucose et il n'y a rien d'autre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Mais là encore, à mon avis, je pense qu'on a besoin de plus de mesures, mais je pense du point de vue de la modélisation, il y a des choses à faire, à comprendre. C'est-à-dire, OK, il y a peut-être que 25% de l'énergie qui provient du glucose, mais il y a quand même pas mal de glucose qui est consommé. À quoi sert ce glucose alors? Quelles sont les alternatives? Il y a déjà des évidences provenant expérimentales qui semblent suggérer qu'une partie de ce glucose est consommée dans la voie des pentoses phosphates chez le neurone, ce qui expliquerait pourquoi il y a une préférence pour le lactate comme substrat oxydatif, alors que le glucose est plutôt utilisé dans ce cas-là pour fournir des équivalents réducteurs
parce que le neurone produit beaucoup de radicaux libres et il faut s'en débarrasser. Donc, il y a une régulation du métabolisme qui est nécessaire, qui permet d'expliquer pourquoi on a recours à des substrats différents, en fait. Ça, c'est toujours la question qu'on nous dit. On n'a pas besoin du lactate, il y en a du glucose. On peut tout faire avec le glucose. Sauf que le neurone, quand il a à disposition plusieurs substrats, vraisemblablement fait des choix et pour des raisons probablement de thermodynamique, utilise pour certaines fonctions certains substrats. Donc là nous, biologistes, on se contente de faire les mesures, mais du point de vue de comprendre le système et de modéliser et de voir les transitions, on est un petit peu démunis. Donc, moi, il y a une autre question qui me fascine aussi, qui demanderait de la modélisation, c'est si on a des influences en fait du métabolisme de l'une sur l'autre cellule. Est-ce qu'il y a des synchronisations du métabolisme qui peuvent se produire? Parce que là, nous, on parle simplement d'échange, mais c'est comme si les deux métabolismes fonctionnaient de manière indépendante. Et moi, je suis convaincu qu'il doit y avoir une synchronisation métabolique. Alors, comment arriver à la démontrer? Quelles sont les implications? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à s'y intéresser parce que c'est quelque chose, notamment dans le cancer, qui a commencé à être exploré. Et je pense que les idées qui commencent à émerger des études disons, de modélisation dans le cancer ont des implications au niveau cérébral, à mon avis. Donc, voilà. Je pense que là aussi, il y a des choses intéressantes à faire. Mais pour donner une réponse simple à votre question, c'est 75-25 entre lactate et glucose. Merci. Je pense qu'on va arrêter le séminaire. Si Jean-Pierre, tu veux. Non, en fait, on poursuivra ces réflexions plus tard. Aujourd'hui, c'était vraiment Bon, je vous tout à fait remercie beaucoup, en tout passionnant. cas. Je n'ai pas de doute qu'il y aura des suites. J'étais heureux de partager ces résultats avec vous. Donc certains datent de déjà quelques années, mais il y en a d'autres, comme les expériences de comportement. L'article est sorti fin de l'année dernière, donc Oui. c'est relativement récent. Merci. Oui. C'est Donc, très complexe, mais bon, je vais prendre ma dose de glucose là, pour me régénérer. C'est bon pour vos astrocytes. Voilà. Donc merci encore Luc, merci à Jean-Pierre, merci à Aziz, merci à tous les participants. Et donc moi, je pense normalement il y aura un séminaire plutôt fin mai. Et donc, oui, tout à fait. Oui, je crois, oui, tout à fait. Donc, bon, c'est pas encore précisé, mais bon, voilà. ça va venir. D'accord. Bon, tout le monde sera tenu au Pas courant. oublier Donc, que le 27 mai, on commence Biodynamics Days. Oui, c'est ça, mais Il en faut fait, envoyer on l'adresse choisira un autre jour. Monsieur Pellerin. D'accord. je mettrai dans la liste. Comme ça s'appelle Biodynamics Days. D'accord. Je suis en train de regarder dans le chat, il y a des gens qui avaient posé des questions, donc je leur réponds s'ils sont toujours là. D'accord. Donc je veux juste merci à tous. Donc j'arrête l'enregistrement, mais vous pouvez